Nous avons emménagé dans la maison de ma grand-mère par un lundi matin chaud, assez tôt pour que la rosée s'accroche encore à l'herbe, scintillant sous le soleil qui n'avait pas encore tout évaporé. Mon père a garé la voiture dans l'allée avec une discrétion qui trahissait son désir de ne pas être remarqué. Et ma mère est sortie du véhicule avec l'empressement de quelqu'un qui n'avait pas le temps de feindre de ne pas s'imposer. Je portais mes propres sacs, non pas parce qu'on me l'avait demandé, mais parce que je savais qu'il ne fallait pas attendre d'aide. Cela faisait des années que nous trois n'avions pas voyagé ensemble ainsi. Et si ce silence partagé semblait étrange, aucun de nous ne l'a exprimé. La porte d'entrée était déjà ouverte. Grand-mère Evelyne se tenait juste à l'intérieur, sa silhouette frêle légèrement appuyée contre le mur. Elle portait l'une de ses vieilles robes matelassées, rose délavée, avec des pièces cousues à la main sur les manches. Elle a souri en nous voyant, mais ce n'était pas le sourire éclatant de mon enfance. Il était lent, hésitant, peut-être incertain. J'étais la seule à l'enlacer. Elle sentait légèrement la lavande et le savon au citron qu'elle utilisait depuis des décennies. Ses cheveux étaient plus clairsemés que la dernière fois que je l'avais vue, rassemblés en un chignon bas et relâchés à la nuque, les mèches blanches captant la lumière de la porte ouverte. « Vous n'aviez pas besoin de faire tout ce chemin », a-t-elle murmuré, bien que sa voix portait une note de gratitude sous-jacente. Ma mère a répondu pour nous tous, « Ne sois pas ridicule. » Bien sûr que si. Tu ne devrais pas être seule en ce moment. Le poignet d'Evelyne était encore immobilisé par une attelle à cause de sa chute. Elle avait trébuché dans le couloir en portant du linge. Elle ne nous avait même pas appelés elle-même. Une voisine, une femme que je ne connaissais pas, l'avait fait. Quand ma mère m'a parlé de la chute, sa voix semblait plus agacée qu'inquiète. Elle a de la chance que ce ne soit pas pire, a-t-elle dit. Mais c'est un avertissement. Elle a besoin d'aide. À ce moment-là, j'étais d'accord. Evelyne était dans la 80aine. Une fracture pouvait signifier une récupération bien plus longue. Il était logique que quelqu'un soit là pour l'aider. Ce qui ne l'était pas, c'était que nous venions tous les trois, pas seulement ma mère, pas seulement pour le week-end, mais pour rester indéfiniment. Je pensais que ce serait juste pour quelques jours, peut-être 1 ou 2 semaines tout au plus. On ne nous avait pas dit que ce serait plus long, mais le nombre de sacs dans le coffre suggérait le contraire. Et quand nous avons quitté notre maison, verrouillée, la boîte aux lettres mise en attente, mes parents faisaient des allusions discrètes à une absence prolongée. J'aurais dû savoir que ce n'était pas temporaire. Pourtant, je n'ai pas posé de questions à voix haute. La maison sentait comme toujours, les vieux planchers de bois, la poussière adoucie par le temps, la cannelle nichée dans les coins de la cuisine, l'eucalyptus séché suspendu dans le couloir. Cela faisait des années que je n'avais pas passé la nuit ici, mais rien n'avait vraiment changé. Les chaises étaient aux mêmes endroits. Le tapis décoloré du salon s'enroulait toujours légèrement sur les bords. Les photos dans le couloir penchaient encore un peu à droite dans leur cadre. Enfant, mes parents m'amenaient ici à chaque vacances scolaires, chaque jour férié, chaque long week-end. Quand ils avaient besoin de temps seuls, ils garaient la voiture dans l'allée, mon sac déjà prêt à l'arrière, et Evelyne m'accueillait comme si elle m'attendait depuis des jours. Elle me demandait comment allait l'école, proposait de cuisiner quelque chose, me parlait du dernier livre qu'elle lisait. Avec elle, je ne me sentais jamais comme un fardeau, et cela suffisait. Maintenant, j'avais 25 ans et j'étais de retour, non plus comme une enfant laissée là, mais comme une adulte qui n'avait jamais vraiment été invitée. Je vivais chez mes parents, non pas parce que je n'avais pas les moyens de partir, mais parce que mon bureau était proche, et cela ne semblait jamais valoir l'effort de chercher un endroit à moi. Je me disais que c'était temporaire, qu'un jour je passerais directement de chez mes parents à une maison à moi, partagée avec quelqu'un que j'aurais choisi. Mais si j'étais honnête, il était plus facile de rester là où j'étais que d'essayer de construire quelque chose qui risquait de ne pas durer. Nous avons apporté nos affaires, trop de sacs pour ce qui était censé être une courte visite, et nous nous sommes rapidement installés dans l'espace d'Evelyne. Ma mère a pris possession de la cuisine sans demander. Elle a commencé à inspecter le garde-manger, à sortir les épices périmées, à aligner les boîtes en rangée. Mon père parcourait la maison lentement, comme s'il la voyait pour la première fois, prenant mentalement note de ce qui devait être réparé. J'ai pris la même chambre que j'avais toujours occupée enfant, la petite avec les murs bleus et le lit bas qui grinçait à l'arrière de la maison. Evelyne se déplaçait plus lentement que dans mes souvenirs, mais elle bougeait encore. Elle préparait du thé le matin, pliait les serviettes d'une main. Elle s'asseyait à la table de la cuisine pour faire des mots croisés,
s'arrêtant seulement pour regarder par la fenêtre quand les oiseaux se rassemblaient sur la pelouse. Elle ne se plaignait pas. Elle ne mentionnait pas la chute. Quand je lui demandais comment elle allait, elle répondait simplement « Mieux maintenant que vous êtes là ». Les premiers jours semblaient ordinaires, presque doux. Ma mère cuisinait. Mon père ratissait le jardin. Je travaillais. Le soir, j'aidais Evelyne à mettre de la crème sur sa main contusionnée ou je regardais des jeux télévisés avec elle pendant qu'elle s'assoupissait au milieu d'un épisode. Elle semblait satisfaite, bien que plus silencieuse que d'habitude. Nos conversations étaient faciles, mais je remarquais qu'elle perdait le fil plus souvent. Elle commençait une histoire et s'arrêtait à mi-chemin, sa bouche remuant comme si elle cherchait un nom qu'elle n'avait pas prononcé depuis des années. Elle s'excusait à chaque fois. Je lui disais de ne pas le faire. Ma mère disait que c'était à cause des médicaments contre la douleur. Elle est juste fatiguée, insistait-elle. C'est normal à son âge. J'acquiesçais. Je n'insistais pas. Ce n'était pas vraiment ma place. Nous étions là depuis un peu plus d'une semaine quand je les ai vus à la table, un après-midi. J'étais rentrée tôt du travail et j'ai trouvé ma mère et Evelyne penchées sur une pile de papier. Ma mère souriait doucement, chaleureusement, guidant la main d'Evelyne vers le bas d'une page. Evelyne semblait confuse, mais pas alarmée. Elle a levé le stylo avec effort. Sur le moment, je n'y ai pas beaucoup pensé. Plus tard, quand j'ai demandé de quoi il s'agissait, ma mère a à peine levé les yeux de son téléphone. Juste un peu de ménage légal. Tu n'as pas à t'en inquiéter. Elle l'a dit si facilement, avec un tel calme, que je l'ai cru. Du moins, je me suis convaincue que je la croyais. Il y a eu d'autres papiers après cela, d'autres moments similaires. Des conversations discrètes que j'interrompais, toujours stoppées dès que j'entrais dans la pièce. Je n'étais pas explicitement exclue, mais je n'étais plus au centre. Des choses se passaient, et je ne savais pas exactement quoi, mais personne ne semblait alarmé. Evelyne n'avait pas l'air en détresse. Mes parents, pour une fois, s'entendaient. La maison était pleine, habitée, chaleureuse. La nuit, en entendant le murmure de leurs voix à travers les murs, je me laissais croire que c'était ce à quoi ressemblait une famille quand elle fonctionnait enfin. Et c'était plus facile que de poser des questions dont je n'étais pas prête à entendre les réponses. La maison n'a pas changé d'un coup. Il n'y a pas eu de moment précis que je pourrais nommer. C'était progressif, comme un imperceptible déploiement, comme une veste que vous avez toujours portée qui ne vous va plus. Pas parce que vous avez grandi, mais parce qu'elle a rétréci lentement au lavage, et vous ne l'avez remarqué qu'un matin où elle semblait étrangère sur vos épaules. Cela faisait un peu moins de 2 semaines que nous avions emménagé. Assez longtemps pour que le rythme de la vie quotidienne s'installe dans une routine, mais pas assez pour que quoi que ce soit semble permanent. Du moins, c'est ce que je me disais. Je continuais à aller au travail, même si le trajet était plus long. Mon père s'occupait des tâches extérieures, ratissant ou inspectant des bardeaux qui n'avaient pas besoin d'être remplacés. Ma mère restait plus souvent à l'intérieur, errant d'une pièce à l'autre comme si elle décidait si cette maison allait se plier à elle comme la nôtre l'avait toujours fait. La première fois que j'ai senti quelque chose, c'était à propos d'une bouteille de parfum. Celle d'Evelyne. Elle la gardait sur le plateau près de son miroir depuis toujours. Une bouteille en verre, un liquide ambré profond, un petit bouchon doré. Elle n'en mettait jamais beaucoup, juste une touche sur le cou avant l'église ou un dîner avec des amis. Mais son parfum persistait toujours dans la pièce, doux et floral, comme des violettes laissées au soleil. Un matin, elle avait disparu. Le plateau était toujours là, l'empreinte dans la poussière encore légèrement visible, mais la bouteille elle-même avait disparu. J'ai demandé à Evelyne si elle l'avait déplacée. Elle a levé les yeux de son magazine et m'a adressé un sourire confus, puis a haussé les épaules. Peut-être que Léona l'a rangée, a-t-elle dit. Elle a dit que la pièce avait besoin d'être dégagée. Dégagée ? Le mot résonnait étrangement dans ma tête. Evelyne n'utilisait pas des mots comme ça. Elle ne parlait pas de dégager, de rationaliser ou de rafraîchir. Elle vivait simplement avec ce qu'elle avait. Plus tard ce jour-là, en passant devant la chambre de mes parents pour aller à la buanderie, j'ai vu la porte entr'ouverte. À l'intérieur, ma mère se tenait devant le miroir en pied, tenant cette même bouteille de parfum à son cou. Je n'ai rien dit. Je ne sais pas pourquoi. C'est étrange, les choses auxquelles on choisit de ne pas réagir quand on n'est pas encore prêt à affronter ce qu'elles signifient. Au cours des jours suivants, j'ai remarqué d'autres absences subtiles.
Une photo encadrée disparue du couloir. Un tiroir qui coinçait autrefois glissait maintenant facilement, vide. Une boîte à bijoux ouverte, ne contenant plus que la doublure en velours et l'empreinte d'un collier. Chaque fois que je demandais à Evelyne, elle donnait une réponse douce et fatiguée. Soit elle avait demandé à ce qu'on le déplace, soit ma mère s'en était occupée. Trop de petites choses, a-t-elle dit une fois, des attrape-poussières. Mais elle n'avait jamais appelé ses affaires ainsi auparavant. C'étaient des objets qu'elle aimait. Ils avaient des histoires. Je me disais que c'était une façon de lâcher prise, qu'elle apprenait peut-être à se détacher, à simplifier, comme le font parfois les personnes âgées quand les objets commencent à dépasser leur utilité. Mais je n'y croyais pas vraiment. L'illusion a commencé à s'effriter davantage quand j'ai remarqué la voiture. Pas celle de mon père, son vieux break était toujours dans l'allée. C'était celle d'Evelyne. La coupé noire qu'elle conduisait depuis que j'étais au lycée. Propre, bien entretenue, faible kilométrage, elle plaisantait en disant qu'elle nous survivrait tous. Disparue. Juste disparue. Quand j'ai demandé à ma mère où elle était, elle n'a pas hésité. On l'a vendue. J'ai cligné des yeux. Vendue? Depuis quand? Elle ne s'en servait pas. Elle ne peut plus conduire. Vous ne lui avez pas demandé? Elle n'en a pas besoin, a-t-elle dit, comme si c'était une réponse. Et l'argent aidera pour d'autres choses. Quelle chose? Mais elle n'a pas expliqué. Elle s'est remise à essuyer le plan de travail, comme si la conversation était déjà terminée. J'ai essayé d'en parler doucement à Evelyne ce soir-là. Nous regardions une de ces vieilles émissions, avec des rires préenregistrés, et j'ai attendu une pause entre les scènes. Savais-tu que maman a vendu ta voiture? Elle a souri faiblement. Je suppose qu'il était temps. Je ne me souviens même pas de la dernière fois que je l'ai conduite. Mais est-ce que tu voulais qu'elle le fasse? Ses doigts ont tressailli dans son giron. Puis elle a regardé l'écran. Elle a dit que ça aiderait. C'était la manière dont elle l'a dit qui m'a marqué. Pas les mots eux-mêmes, mais la petite note de quelque chose d'autre en dessous. De la lassitude, peut-être, ou de la confusion, ou de la résignation. J'ai commencé à observer plus attentivement après cela. Les changements n'étaient plus subtils. Pas pour moi. Ma mère s'est acheté une nouvelle paire de chaussures, en cuir, italienne, pas le genre qu'elle portait habituellement. Puis un sac à main dont je connaissais le prix, car je l'avais vu dans un grand magasin et trouvé son coût absurde. Mon père sortait plus souvent, prétendant faire des courses, revenant avec des plats à emporter ou parlant de visiter des propriétés. Il n'expliquait jamais. Cela semblait étrange pour des gens qui avaient prévu un court séjour. Ils avaient apporté plus que des sacs. Ils avaient apporté des intentions. Un soir, j'ai entendu une conversation téléphonique. La voix de ma mère derrière une porte presque fermée. Elle riait doucement, amusée, parlant de la manière dont ils avaient vidé la maison de tout ce qui avait de la valeur. Elle ne semblait pas coupable. Ni fière. Juste efficace, comme quelqu'un qui avait terminé une longue liste de tâches. Ce soir-là, j'ai envoyé un message à ma tante, la sœur cadette de ma mère. Je ne lui avais pas parlé depuis longtemps, mais je me souvenais qu'elle était plus perspicace, plus ancrée. Je n'ai accusé personne. J'ai juste dit que j'étais inquiète qu'Evelyne ne soit pas elle-même ces derniers temps, que des choses changeaient, et que je ne savais pas jusqu'à quel point elle y consentait vraiment. Elle m'a répondu le lendemain matin par un message court, « Je viens bientôt. Ne dis rien d'autre avant que j'arrive. » Ce n'était pas une mise en garde. C'était une promesse. Mais même cette petite action, le simple fait de tendre la main, a changé quelque chose dans la maison. Ma mère m'observait plus attentivement. Mon père a cessé de faire la conversation. Evelyne semblait rapetissée au milieu de tout cela, comme si elle sentait les lignes se tracer, mais n'avait plus la force de s'en extraire. Puis je suis partie, juste pour une semaine. Un court voyage de travail, quelque chose que je ne pouvais pas annuler, réservé des mois plus tôt, avant que tout cela ne commence. Je me souviens avoir dit à Evelyne que je ne serais pas partie longtemps, que je serais de retour avant le week-end, qu'elle n'aurait même pas le temps de me manquer. J'ai fait mes bagages rapidement, en silence, lui ai dit que je reviendrais bientôt. Elle m'a serré la main et m'a dit de ne pas m'inquiéter, qu'elle irait bien, comme toujours. Quand je suis revenue, la maison était silencieuse. Trop silencieuse. Le genre de silence qui n'a pas de sens dans un endroit où quelqu'un devrait être en train de faire bouillir de l'eau,
de fredonner doucement, ou de vous appeler depuis le salon pour vous dire qu'il commençait à pleuvoir. J'ai posé mon sac près de la porte et je suis partie à sa recherche. Elle n'était pas dans sa chambre. Le lit était fait. La tasse de thé qu'elle laissait toujours sur la table de nuit avait disparu. Ses chaussons aussi. J'ai trouvé ma mère dans la cuisine, versant de l'eau pétillante sur des glaçons, comme si c'était un après-midi ordinaire. Où est grand-mère? Elle n'a pas levé les yeux. À l'hôpital. Je suis restée immobile. Pourquoi? Elle a eu un malaise. On l'a emmenée hier. Pourquoi vous ne m'avez pas prévenue? Tu étais absente. Les mots semblaient trop légers, comme s'ils ne pesaient rien dans sa bouche. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas été dans ma chambre. Je n'ai pas enlevé mes chaussures. J'ai fait demi-tour, pris mes clés, et conduit directement à l'hôpital. L'hôpital était calme, avec ce silence stérile et trop éclairé qui ne semblait jamais propice au repos. Les couloirs baignaient dans une lueur pâle, les pas étouffés, le bourdonnement discret de la climatisation. J'ai passé une rangée de portes fermées jusqu'à trouver le nom, Evelyn Monsieur Langston, tapé soigneusement sur une étiquette plastifiée près du cadre. La porte était entr'ouverte. À l'intérieur, la lumière était plus tamisée, filtrée par des stores mal ajustés. Elle était là, plus petite que dans mon souvenir, soutenue par 2 oreillers. Ses cheveux avaient été coiffés en arrière, mais la peau de ses tempes semblait presque translucide. Le moniteur à côté de son lit émettait un rythme lent, un pouls discret qui remplissait la pièce comme un rappel que le temps était mesurable, après tout. Quand elle a tourné la tête vers moi, son expression s'est adoucie en un sourire fatigué. « Te voilà », a-t-elle dit, sa voix faible mais stable. Je me demandais si tu viendrais. Tu ne m'as pas dit que tu étais ici, ai-je répondu, essayant de garder une voix égale. Personne ne m'a prévenu. Elle a cligné des yeux lentement, comme si ce souvenir demandait un effort. Ta mère a dit que tu étais absente. Je ne voulais pas te déranger. Ce n'est pas un dérangement, ai-je dit. Tu es ma grand-mère. Elle m'a regardé un long moment, puis a hoché la tête, un petit geste presque apologétique. Je suppose que oui. Je me suis assise à côté du lit. La chaise était trop basse, le cadre métallique s'enfonçait dans mes jambes, mais je n'ai pas bougé. J'ai pris sa main, et elle m'a laissé faire. Sa peau semblait fine comme du papier, mais chaude, son pouls faible sous mes doigts. Que s'est-il passé? Ai-je demandé. Ils disent que tu as eu un malaise. Elle a secoué légèrement la tête. J'étais juste fatiguée, c'est tout. Fatiguée de penser. Fatiguée de signer des choses. Cette dernière phrase m'a fait lever les yeux. Signer quoi? Des papiers, a-t-elle dit. Ils en ont apporté tellement. Je ne me souviens même pas de la moitié. Ils disaient que c'était juste pour faciliter les choses, pour moi, pour eux. Ses yeux ont dérivé vers la fenêtre, comme si les mots eux-mêmes étaient trop lourds pour qu'elle les porte longtemps. Ils disaient que je devais signer l'acte. Elle a continué, disant que c'était juste une formalité, pour que la maison soit protégée s'il m'arrivait quelque chose. Je ne voulais pas. Je leur ai dit que je ne comprenais pas la moitié de ce qu'ils disaient, mais ils insistaient. Ils disaient que c'était juste de la paperasse, que je serais toujours là, que rien ne changerait. J'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine, une tension lente, un fil tiré trop fort. Tu l'as signé? Ai-je demandé. Elle a hoché la tête. Je crois. J'espère que non. Je ne me souviens pas quel jour. Ils l'ont apporté à la cuisine. Glenn avait déjà un stylo à la main. Léona disait que je m'inquiétais trop. Elle disait que c'était pour le mieux. Elle a regardé nos mains jointes. Tu connais ta mère, a-t-elle murmuré. Quand elle décide que quelque chose est pour le mieux, il n'y a plus de place pour une autre version. Je n'ai pas pu parler pendant un moment. Les mots étaient là, vifs et tranchants, mais je ne pouvais pas les laisser sortir. Elle a levé les yeux à nouveau, son regard plus clair qu'une seconde auparavant. Je ne voulais pas la donner, a-t-elle dit. Cette maison, c'est ma vie. Chaque coin a quelque chose de moi. Mais je me suis embrouillée. Il disait que c'était temporaire, que ça simplifierait les choses. Sa respiration a ralenti, les mots traînaient légèrement. J'ai resserré ma prise sur sa main. Ça va, ai-je dit doucement. On va arranger ça. Quoi qu'ils aient fait, on peut l'arranger. Elle a souri faiblement.
Tu penses toujours que tu peux tout arranger. Son regard s'est porté vers le plafond, comme si elle suivait quelque chose d'invisible. J'ai essayé de m'assurer que tu serais bien, a-t-elle murmuré. Je ne voulais pas te laisser sans rien. J'ai dit à Monsieur Harris, c'est l'avocat. Tu te souviens de lui, n'est-ce pas? Il est venu il y a quelques mois. Je lui ai dit que je voulais m'assurer que tout revienne, juste au cas où. Tu as changé ton testament? Ai-je demandé. Je crois. J'espère. Ses yeux se sont fermés à nouveau. Mais ensuite, ils ont apporté d'autres papiers. Je ne sais pas lesquels étaient lesquels. Ils disaient que c'était la même chose, mais plus simple. Je n'arrivais pas à les suivre. Sa voix a vacillé. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle s'était endormie, mais elle a chuchoté, à peine audible. J'étais tellement fatiguée de dire non. Je me suis penchée plus près. Grand-mère, qu'as-tu fait? Que as-tu dit à l'avocat? Ses doigts ont faiblement tressailli dans les miens. Je lui ai dit que je voulais que tu aies la maison. Je voulais. La phrase s'est brisée. Sa respiration s'est arrêtée. La ligne sur le moniteur a vacillé, un petit son mécanique qui ne correspondait pas au rythme de la vie humaine. J'ai appuyé sur le bouton d'appel sur le mur avant de réaliser ce que je faisais. Elle a essayé de parler à nouveau, mais seul un faible râle est sorti. Je voulais que tu... La porte s'est ouverte. Une infirmière est entrée, suivie d'une autre. On m'a doucement écartée, sa main glissant hors de la mienne. Le moniteur bipait plus vite maintenant, chaque son comme un petit hoquet électrique. L'une des infirmières a donné des instructions d'une voix calme et entraînée, l'autre a atteint la ligne d'oxygène. Je suis restée figée, l'odeur d'antiseptique soudainement aiguë, mon propre cœur battant trop fort à mes oreilles. Quelqu'un m'a touché l'épaule, m'a dit d'attendre dehors. J'ai reculé vers la porte, son bord froid contre mon bras. Le couloir semblait interminablement long. Les lumières au-dessus de moi semblaient bourdonner plus fort à mesure que je m'éloignais. Je me suis appuyée contre le mur, fixant les carreaux du sol jusqu'à ce que le motif devienne flou. Des minutes ont passé, peut-être plus, peut-être moins. Les sons de la chambre derrière moi se sont estompés en quelque chose d'étouffé, puis plus rien. Quand la porte s'est rouverte, l'infirmière n'a pas eu à parler. Je l'ai vue sur son visage, cette neutralité prudente qu'ils apprennent à porter. J'ai hoché la tête avant qu'elle ne dise quoi que ce soit. Je n'ai pas pleuré. Pas encore. C'était trop tôt, comme si le chagrin avait besoin de temps pour réaliser qu'il avait été invité. Ils m'ont laissé retourner dans la chambre un moment. La pièce semblait exactement la même, seulement plus silencieuse. Le moniteur avait été éteint. Sa main reposait sur la couverture, et pendant une seconde, j'ai cru la voir bouger, mais ce n'était pas le cas. Je me suis assise à côté d'elle à nouveau, juste assez longtemps pour tracer le léger contour de son alliance contre sa peau. Elle laissait une petite marque pâle, comme si elle avait toujours été là. La fenêtre à côté du lit s'était embuée à cause de la pluie qui avait enfin commencé dehors. Les gouttes glissaient lentement sur la vitre en lignes irrégulières. Elle avait essayé de me dire quelque chose, la dernière pièce de ce qu'elle avait fait. Mais les mots ne sont jamais venus. Ils avaient été interrompus à mi-souffle, à mi-pensée, à mi-promesse. Je suis restée jusqu'à ce qu'il me demande de partir. Quand je suis sortie, l'air était plus frais, propre après la pluie. Les lampes du parking brillaient sur le bitume mouillé. Je suis restée là longtemps, les mains dans les poches de mon manteau, pas prête à retourner dans cette maison, pas prête à voir l'expression calme de ma mère, le silence stable de mon père. Je n'étais pas prête pour ce que je savais déjà. Parce que même sans le reste de la phrase d'Evelyne, je pouvais le sentir. Le poids de ce qu'elle avait essayé de protéger et l'espace vide qu'elle m'avait laissé à combler. La semaine après la mort d'Evelyne a été une sorte de suspension, un intervalle étrange et informe où le temps s'étirait et se contractait en même temps. Les gens allaient et venaient. Des plats cuisinés apparaissaient dans le frigo. Des condoléances étaient laissées sur le porche, dans des enveloppes à l'écriture inclinée, contenant des cartes avec des lys en relief et des prières génériques. Je répondais à la porte quand je le pouvais, remerciais les gens quand je m'en souvenais. Ma mère gérait le reste avec l'aisance entraînée de quelqu'un qui pensait que les bonnes manières compensaient les mauvaises intentions. Mon père restait en retrait, présent seulement quand c'était nécessaire, jamais longtemps. La famille élargie est arrivée 2 jours avant les funérailles, tante, oncle, cousin que je n'avais pas vus depuis des années.
Ils se déplaçaient dans la maison comme des visiteurs dans un musée, prenant soin de ne rien toucher, commentant doucement ce qui avait changé et ce qui n'avait pas. Ils ne posaient pas de questions directement, mais je sentais leur regard sur moi, et plus d'une fois, j'ai entendu des fragments de conversation qui s'arrêtaient dès que j'entrais dans la pièce. Léona, ma mère, se tenait au centre de tout cela. Elle passait d'une personne à l'autre comme une hôtesse lors d'une journée portes ouvertes, parlant d'un ton feutré censé suggérer une retenue émotionnelle. Elle portait du noir, bien sûr, impeccablement ajusté, parfaitement repassé. Elle parlait d'Evelyne en termes généraux, avec juste assez de chaleur pour sembler sincère. Mais sous tout cela, sa posture était trop droite, ses yeux trop clairs. Elle se préparait à quelque chose. 3 jours après la cérémonie, je l'ai entendue au téléphone à nouveau. La porte de sa chambre était entr'ouverte, juste assez. Je n'avais pas l'intention d'écouter, mais je ne suis pas partie non plus. Oui, c'est une grande propriété. La structure originale, oui, très solide. Et oui, les documents sont signés. Sa voix était calme, certaine. Je suis restée dans le couloir, immobile, retenant mon souffle. Elle parlait encore de la maison, toujours aussi sûre qu'elle lui appartenait. Et depuis des semaines, elle parlait comme si son nom était déjà sur l'acte. Je me souvenais qu'elle avait dit à Evelyne que c'était temporaire, juste une formalité, juste une protection. Mais aucun de ces mots n'avait jamais vraiment signifié ce qu'il semblait dire. Le testament a été lu une semaine plus tard dans le bureau d'un avocat, coincé entre une fleuriste et une librairie fermée en centre-ville. Le bâtiment était étroit, mal éclairé, sa salle d'attente meublée d'un tapis usé et de quelques chaises rigides. Nous sommes restés silencieux jusqu'à ce que l'avocat, M. Harris, le même qu'Evelyne avait mentionné cette dernière nuit, nous appelle. La pièce était trop petite pour nous tous. La famille élargie a pris les chaises en premier. Léona et Glenn, mon père, ont pris les 2 sièges les plus proches du bureau. Je me suis assise au bout de la rangée près de la fenêtre, le bras de la chaise s'enfonçant dans mes côtes. La tension n'était pas bruyante, mais elle vibrait sous le silence comme un courant. Le sourire de ma mère était crispé. Les bras de mon père étaient croisés. Aucun d'eux ne me regardait. Monsieur Harris a commencé avec le langage habituel, les reconnaissances formelles, les dates, les références à l'autorité légale. Il a lu les clauses dans l'ordre, effets personnels, actifs financiers, dons. La voix d'Evelyne résonnait faiblement à travers les mots, même s'il les prononçait avec sa cadence plate et professionnelle. Puis il est arrivé à la section concernant la maison. Léona s'est redressée. Je l'ai vue dans le mouvement de son épaule, le léger relèvement de son menton. Elle attendait cela comme un prix remis à un vainqueur légitime. Et puis les mots sont tombés. La propriété située au 92 Chamberlain-Lane, incluant le terrain, l'habitation et toutes les structures attachées, doit être transférée intégralement à ma petite-fille, Isabelle Langston. Le silence fut instantané, pas celui qui remplit une pièce, mais celui qui la vide. Ma mère n'a pas parlé. Mon père s'est tourné vers elle lentement, comme s'il attendait qu'elle corrige la phrase elle-même. Monsieur Harris a continué. Il a expliqué que l'acte avait déjà été transféré avant le décès d'Evelyne, qu'il était légal, notarié, témoigné, qu'il avait été enregistré 6 mois plus tôt, bien avant la chute, bien avant que nous emménagions, bien avant les derniers jours où des papiers étaient glissés sur la table sous des sourires doux et une pression silencieuse. Il n'y avait pas de place pour une contestation. Léona a enfin retrouvé sa voix. C'est impossible, a-t-elle dit, mais sa voix manquait de son poids habituel. Elle a tout signé. La maison était déjà à nous. Nous avons les papiers. Monsieur Harris a hoché la tête calmement, comme s'il attendait cela. Oui, j'ai vu les documents dont vous parlez. Ils n'ont jamais été enregistrés, ni légalement valides. La signature était incohérente. La ligne des témoins était vide. La date était incomplète. Mon père s'est penché en avant. Mais elle l'a signé. Nous agissions dans son intérêt. Monsieur Harris l'a regardé comme seuls les avocats savent le faire, sans émotion, sans même condescendance, juste une clarté froide et inattaquable. Elle a changé le titre il y a 6 mois. Elle est venue seule dans ce bureau. Elle a apporté l'acte original et a demandé à le transférer directement à Isabelle. Tout a été préparé légalement, vérifié 2 fois, et enregistré. J'ai la vidéo de sa signature si vous voulez la voir. Ma mère était pâle. Ses lèvres se sont entr'ouvertes,
mais aucun son n'en est sorti. Elle ne savait pas ce qu'elle faisait, a-t-elle dit finalement, presque pour elle-même. Elle savait exactement ce qu'elle faisait, ai-je dit, et ma voix est sortie calme mais ferme. Elle me l'a dit. Léona s'est tournée vers moi, les yeux écarquillés, avec quelque chose entre la trahison et l'incrédulité, comme si j'avais rompu un contrat silencieux que nous n'avions jamais signé. Elle était confuse. Elle avait peur, ai-je dit. À cause de vous. Personne d'autre n'a parlé. La pièce était lourde. Monsieur Harris a refermé le dossier doucement et a croisé les mains sur le bureau. À partir de cette lecture, la maison et tout son contenu sont légalement au nom d'Isabelle Langston. Aucune autre action n'est requise. L'héritage est réglé. C'était tout. Pas de marteau, pas de grande annonce, juste une finalité qui s'est installée dans les planchers et refusait de partir. Sur le chemin du retour, ma mère n'a pas dit un mot. Elle ne m'a pas regardé. Mon père conduisait d'une main sur le volant, l'autre serrant le levier de vitesse comme s'il le maintenait droit. De retour à la maison, ma maison, ils sont allés dans leur chambre sans parler. Je suis restée longtemps seule dans le salon, la photo d'Evelyne toujours sur le manteau de la cheminée, sa couverture préférée pliée soigneusement sur le fauteuil, son absence si épaisse que je pouvais la sentir pressée contre les murs. Elle ne m'avait pas seulement laissé la maison. Elle m'avait laissé le dernier mot. Et d'une certaine manière, il était plus fort que tout ce qu'ils avaient jamais dit. Le lendemain matin de la lecture du testament, ma mère a refusé de descendre pour le petit déjeuner. Mon père a mangé en silence, mâchant délibérément, le regard fixé sur la fenêtre de la cuisine comme s'il pouvait empêcher la journée de commencer. Je me suis assise en face de lui avec une tranche de pain que je n'ai pas touchée, les mains autour d'une tasse de thé qui avait refroidi avant que je la finisse. Personne n'a parlé de la veille. Personne n'a reconnu que la maison où nous étions assis ne leur appartenait plus. Je pense qu'ils s'attendaient à ce que je m'adoucisse, à ce que je fasse semblant que rien n'avait changé, à ce que je continue à jouer le rôle de la fille silencieuse que j'avais toujours été, observant sans parler, absorbant sans résister. Mais je ne l'ai pas fait. Quand ma mère est enfin descendue dans l'après-midi, son expression était tendue. Elle est passée à côté de moi dans le couloir comme si je n'étais pas là, son épaule frôlant la mienne, légèrement, délibérément. Pas assez pour être considérée comme un contact, mais assez pour se faire remarquer. Je l'ai vue entrer dans le salon, prendre le cadre photo d'Evelyne sur le manteau de la cheminée, le regarder une seconde de trop, puis le reposer avec plus de force que nécessaire. Elle ne m'a pas parlé. Elle n'avait pas besoin de le faire. Son silence avait toujours été assez bruyant. Ce soir-là, j'ai imprimé une seule feuille de papier, les plier en deux et les placer sur la table de la cuisine. Ce n'était pas dramatique. Ce n'était pas émotionnel. C'était juste un avis de départ, 30 jours. Pas parce que je voulais leur faire du mal, pas parce que je cherchais à me venger, juste parce que je n'avais aucun intérêt à prolonger quelque chose qui était déjà terminé. Ils s'étaient tellement convaincus du mensonge de la possession qu'ils avaient fini par y croire. Mais le mensonge avait été brisé devant témoins, et l'après-coup était quelque chose qu'ils devaient maintenant vivre, pas réécrire. Ils n'ont vu le papier que le matin. La réaction est venue lentement, comme de l'eau qui chauffe jusqu'à bouillir. D'abord un commentaire, puis un défi, puis le ton sec dont je me souvenais pour m'être fait dire de rester à ma place. « C'est notre maison », a dit ma mère, tenant le papier comme s'il l'avait insulté personnellement. « Tu penses qu'un simple coup légal va changer ça ?» Elle se tenait au centre de la cuisine, les bras croisés, son visage soigneusement composé, mais sa voix s'est brisée à mi-chemin. C'était nouveau. Je n'ai pas fait de coup, ai-je dit. Evelyne a fait un choix. Elle était confuse. Non, elle ne l'était pas. Tu l'as montée contre nous. Non, vous l'avez fait vous-même. Mon père est intervenu alors, sa voix plus basse, mais tout aussi ferme. Tu ne comprends pas ce que tu fais. Tu es jeune. Tu es émotive. C'est toujours ta famille. Je n'ai pas répondu. Pas parce que je n'avais pas de mots. Je n'avais simplement pas envie d'expliquer la réalité à des gens qui avaient passé leur vie à la tordre. Elle voulait que ce soit à nous, a dit ma mère à nouveau. Mais cette fois, il y avait quelque chose de fragile dans sa voix, comme si elle essayait de s'en convaincre plus que moi. Elle ne vous faisait pas confiance, ai-je dit doucement. Elle me faisait confiance. Ils m'ont tous les deux regardé comme si je venais de devenir une étrangère. Et peut-être que c'était le cas.
Ils ont menacé d'une action en justice ensuite. Ils ont dit qu'ils se battraient, qu'Evelyne avait été manipulée, que les papiers étaient suspects, qu'aucun tribunal ne laisserait cela tenir. Ils parlaient avec l'assurance de gens habitués à obtenir ce qu'ils voulaient, et je les ai laissés parler. Je n'ai pas interrompu. Je ne me suis pas défendu. Je n'en avais pas besoin, parce qu'ils connaissaient déjà la vérité. Et pire, ils savaient qu'ils n'avaient plus aucun contrôle. Plus tard cette nuit-là, je les ai entendus parler à voix basse derrière la porte de leur chambre. La voix de ma mère était plus tranchante que je ne l'avais entendue depuis des années. Celle de mon père était plus calme, mais plus ferme. Il calculait, analysait les délais, les options légales, les résultats possibles. Mais sous tout cela, je pouvais l'entendre. La panique. Pas parce qu'ils avaient perdu une maison, mais parce qu'ils avaient perdu l'idée qu'ils étaient intouchables. Ils ont passé les jours suivants à parler moins et à bouger plus. Au début, ce n'était pas évident ce qu'ils faisaient. Juste de subtils réarrangements, des tiroirs qui se fermaient plus fort, des placards ouverts plus souvent que nécessaire. Puis sont venues les boîtes, empilées dans les coins, laissées dans les couloirs, discrètes au début, mais pas cachées. Et après 2 semaines, ils n'appelaient plus cela autrement. Ils faisaient leur bagage. Pendant ce temps, la maison était étrangement silencieuse, pas calme, juste creuse. Mon père se tenait plus à l'écart. Ma mère me croisait dans les couloirs avec un regard mêlant dédain, incrédulité et quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Du ressentiment qui n'avait pas encore trouvé le courage de devenir du chagrin. Pas encore. Je ne les ai pas provoqués. Je ne me suis pas non plus retirée. J'allais au travail. Je rentrais à la maison. Je cuisinais mes repas, répondais aux appels, arrosais les plantes sur le rebord de la fenêtre. Je restais dans la cuisine plus longtemps que nécessaire. Je marchais lentement dans les couloirs, comme si je les réclamais à chaque pas silencieux. Je n'élevais pas la voix. Je ne reculais pas. Et d'une certaine manière, cela empirait les choses pour eux. Ils ont commencé à faire leur bagage, même s'ils ne l'appelaient pas ainsi. Ils ont déplacé des boîtes dans le garage. Ils ont enlevé quelques décorations, roulé des tapis, commencé à trier des placards qu'ils n'avaient pas touchés depuis des années. Mon père passait des appels vagues à des gens qu'il ne nommait pas. Ma mère disparaissait pendant des heures, revenant avec des papiers, des sacs de courses et une tension dans la mâchoire. Aucun d'eux ne me regardait plus dans les yeux. C'était plus facile ainsi. Un matin, à 3 semaines, j'ai trouvé un carnet plié sur le comptoir, rempli de listes, banques à appeler, meubles à vendre, unités de stockage à réserver. C'était l'écriture de ma mère, précise, organisée, contrôlée. Il n'y avait pas de mots, pas de reconnaissance que je pourrais le lire, mais le laisser là était intentionnel. Ils avaient accepté, ou ils avaient capitulé. Dans les 2 cas, c'était suffisant. La veille de la fin de leurs 30 jours, ma mère se tenait au pied de l'escalier, tenant une boîte de linge. Elle m'a regardé longtemps, son expression indéchiffrable. « Tu penses que ça te donne raison », a-t-elle dit enfin. « Mais tout ce que tu as fait, c'est diviser ce qu'il reste de cette famille. » J'ai voulu demander quelle famille. Mais je ne l'ai pas fait. À la place, j'ai dit, je ne l'ai pas divisée. J'ai mis fin à la partie où je faisais semblant qu'elle était entière. Ses yeux se sont plissés. Tu le regretteras. Je regrette déjà de ne pas l'avoir vue plus tôt. Elle n'a pas répondu. Elle s'est tournée, a monté les escaliers, et ne m'a plus parlé après cela. Quand ils sont partis, c'était tôt le matin. Je n'ai pas entendu l'alarme. J'ai seulement entendu le faible cliquetis des boîtes qu'on roulait dehors, le tintement discret de quelque chose de fragile emballé trop vite, la fermeture d'une portière de voiture qui ne s'attardait pas. Pas d'au revoir, pas d'excuses, pas même le bruit de la porte qui se refermait derrière eux. Quand je suis entrée dans le couloir 1 heure plus tard, il était vide. Les pièces étaient silencieuses. La maison était immobile. Et pour la première fois de ma vie, j'ai eu l'impression de pouvoir entendre mes propres pensées sans avoir à les protéger. Je me suis promenée lentement dans chaque pièce, remarquant les taches de poussière là où leurs affaires avaient été, les espaces vides sur les murs, le silence qui ne pressait plus, mais reposait. Dans la chambre d'Evelyne, j'ai trouvé son châle plié au pied du lit, celui avec la légère odeur de lavande et les coutures qu'elle triturait quand elle réfléchissait. Je l'ai pris et me suis assise sur le bord de son matelas, regardant par la fenêtre le jardin qu'elle n'avait pas pu entretenir depuis des mois. C'était fini.
Pas seulement le mensonge qu'ils avaient essayé de construire, mais la version de moi-même qu'il avait laissé perdurer aussi longtemps qu'il l'avait fait. Ils étaient partis. La maison était à moi. Et pour une fois, le silence aussi.